C'est l'interview à la Mohamed Ali. Notre invité de ce matin est l'Haj Boubacar Bari. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, je dis monsieur le ministre parce que vous avez été ministre. Voilà. Vous êtes donc ancien ministre. Et l'un des vice-présidents du parti UFR. C'est bien exact. C'est bien ça. Merci d'accepter donc notre invitation. Je suis venu analyser l'actualité de votre point de vue. Mais rassurez-moi d'abord, monsieur le vice-président, est-ce que Sidya Touré est toujours le président de l'UFR? Il l'est et il le demeure. Parce que après, on a entendu qu'il a voulu laisser la place aux jeunes, Sidya Touré. Mais d'où est sortie cette rumeur, vice-président? C'est de l'infox, comme celle que j'ai entendue disant que le CNRD a libéré Alpha Condé pour le remettre au pouvoir. C'est de la même veine. Non, mais vous n'avez aucune idée d'où c'est venu cette histoire de Sidya n'est plus président? Vous savez, ou bien il en a discuté à... On est dans le débat politique, cette façon d'informer, cette façon de communiquer existe bel et bien. L'infox, aujourd'hui, fait partie du mode de communication de certains médiocres. Donc ça n'a jamais été évoqué, le président n'a jamais voulu... Il n'en a jamais été question. Mais c'est bien quand même qu'il se fasse remplacer, non? Le président Sidya, il a quand même un peu plus d'âge maintenant. Mais bon, en fait, c'est une question de qualité. Bon, l'électorat le dira. Les Guinéens le diront. D'accord. Moi, il faut se soumettre au suffrage universel quand on est un homme politique. C'est pas un fonctionnaire. C'est pas quand on pense qu'on est encore capable d'apporter. À ce moment-là, on se met à la disposition de la population. On demande son suffrage. Et si les gens vous font confiance, il n'y a pas de raison. Si Sidya n'est plus le président de l'UFR aujourd'hui, est-ce qu'il y a des personnes pour le remplacer? S'il décidait aujourd'hui de passer la main? Bon, écoutez, il n'y a pas de raison. C'est quand même l'UFR. L'UFR, c'est pas simplement une personne. C'est pas le RPG. C'est pas une personne. C'est un état d'esprit, c'est un concept. C'est pour ça qu'on a, privilégié notre postulat qui est la transversalité. Donc il y a des cadres de bon niveau. Le jour où M. Sidya Touré décidera de passer la main, il y en aura certainement qui vont émerger. Vous serez candidat à sa succession? La question ne se pose pas. Pourquoi ça ne se pose pas, stade, monsieur le ministre? pas le cas. On n'est pas encore dans ce débat. Oui, parce que c'est en même temps difficile de dire est-ce que je suis candidat, sinon ça va ouvrir la porte à des spéculations. Boubacar Bari veut remplacer Sidya Touré. Tout à fait. Et vous n'aimez pas les problèmes, vous? Non, c'est pas nécessaire d'anticiper les problèmes. On les affronte quand ils se présentent, mais c'est pas la peine d'en anticiper. Non, je veux dire que vous étiez avec toutes ces personnes dans l'UFR. Ils ont quitté récemment Dr Dean, Adja Issata Daffé, mais vous êtes resté. Oui, écoutez, chacun a sa façon de percevoir les relations humaines. Moi, j'ai connu le président Sidya Touré bien avant, en Côte d'Ivoire, dans mes missions que j'effectuais à la BAD pour le financement d'une société agro-industrielle qui s'appelle Sogipa. C'était ma boîte de fonction. Et donc, on a noué des relations de confiance à ce moment-là. Et bien heureusement, quand il a été proposé pour être Premier ministre de la République, il m'a demandé de l'accompagner dans cette mission. On n'avait pas véritablement une vocation d'être des politiques, en tout cas moi aussi, lui non plus. Mais après avoir constaté que l'héritage, ou en tout cas les acquis, était en train d'être dilapidé à son départ 2 ans et demi après, on a attendu 1 an pour observer, puis on s'est dit, finalement, si on doit changer la donne, encore une fois, il faut aspirer à diriger l'État. D'accord. Donc c'est par reconnaissance au président Sidya que vous êtes toujours par conviction et par mission. J'ai entièrement confiance en la capacité de leadership de Sidya Touré. Il l'a démontré avant d'être responsable politique. On va parler maintenant de la on va même parler des actions récentes. Je sais que vous avez représenté en partie l'UFR dans ce qu'on appelait des réunions pour désigner ceux qui vont représenter les politiques au niveau du futur CNT, sauf que la classe politique s'est pas totalement accordée sur la façon de faire. Quel est votre point de vue là-dessus? Le point de départ, c'est le manque de rigueur au niveau du ministère de l'administration du territoire. La démarche qui a été enclenchée pour assainir, elle aurait dû aussi s'étendre aux partis politiques. Il y a une direction là-bas qui est spécialisée dans la relation et la tutelle des partis politiques. La première étape aurait été d'assainir
le domaine des partis politiques. Donc la première faute, moi je pense que dès le départ, cette étape-là devait se faire, au même titre qu'ils le font pour les autres corps de l'administration, de l'armée, etc. Il faut regarder les partis politiques, il y a des critères et il y a des sanctions qui sont liées à tout ça, et donc cet assainissement aurait allégé la tâche de tout le monde. D'accord. Bon, mais cela n'a pas été fait. Ils ont refusé d'arbitrer, ils ont dit, entendez-vous, 181 partis, 15 postes disponibles, vous imaginez bien. Puisqu'il n'y a pas de consensus, est-ce que vous comprendrez si le ministère rejetait vos différentes listes? C'est son droit. C'est son droit. S'il pense qu'il peut le rejeter, c'est son droit. Mais si le ministère rejette vos différentes listes, est-ce que vous avez d'autres alternatives? Écoutez, s'il pense que le CNT peut fonctionner sans les partis politiques, ce sera leur décision. D'accord. Mais ça veut dire quoi? Que si ce n'est pas de cette manière-là, vous n'avez aucune autre façon de proposer, vous n'avez rien d'autre à proposer à part cette façon? Écoutez, nous, c'est quand même pendant toute une journée, le jeudi dernier, de 10h pratiquement à 18h, une vingtaine de représentants des coalitions, on a planché sur tout ça. Mais en même temps, ça n'a pas résolu définitivement le problème. Mais on ne peut pas, Mohamed, on ne peut pas être dans l'unanimisme. Et oui, mais il y a une majorité qui ont été exclus. C'est la responsabilité du ministère, donc de l'État, de permettre qu'il y ait plus d'inclusion, puisque vous l'avez évoqué, le mot à la mode, qu'il y ait plus de personnes, qu'il y ait plus d'inclusion entre les partis politiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce que nous avons proposé, ce canevas qui sort de cette concertation, c'est que la place du CORED, la place de la CPR est prévue en tenant compte de ces critères. La liste qui ira tiendra compte de tout ça, donc on ne les exclut pas. Seulement c'est eux qui vont dire ça ne nous convient pas, on n'en veut pas. Ce sera leur décision. Maintenant, le ministère va arbitrer parce qu'on amènera, peut-être que la CORED a envoyé ou l'ICP a envoyé une liste signée par leur président, mais sans l'engagement de personne. L'autre liste, il y a des signatures. Le RPG a signé par son représentant. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes plus légitime que l'IPC? Parce que l'IPC ne peut pas envoyer un courrier affectant des représentations à des partis sans en avoir parlé avec eux. C'est quand même trop de prétention. Moi, l'IPC n'engage pas l'UFR ou l'ANAD ou le RPG, à ma connaissance. Donc si jamais c'est la liste de l'IPC qui est retenue, ça ne vous engage aucune manière. Bien entendu. Vous n'allez déléguer personne. Mais bien entendu. Parce que de toute façon, maintenant, les étapes qui se suivent, parce que tout ça a été fait quand même par des gens qui ont de la jugeote. Un docteur Ousmane Doré, c'est quand même pas n'importe qui. C'est par processus, c'est par étapes. Donc maintenant, c'est non seulement les dossiers donnés par les partis qui ont leurs représentants, donc c'est le parti qui va écrire pour dire voici le dossier de notre représentant conformément à l'accord qui a été obtenu. Mais au-delà de ça, il y a la liste de ceux qui ont signé, en dehors de la CPR et CORED, il y a la liste de ceux qui ont signé. Donc on verra qu'il y a un représentant habilité par le RPG qui a signé, de l'ANAD qui a signé, de FNDCL politique qui a signé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Qui est-ce que vous avez présenté au compte de l'UFR? Non, ça, je me réserve. Pourquoi vous n'allez pas? C'est vous? Non, je me réserve. Non, pas vous? Pas moi. Qui? Pas moi. Pourquoi vous n'allez pas le dire? Je me réserve. Vous avez déjà déposé les dossiers, il n'y a que la validation qui reste. Pourquoi vous voulez pas? Je me réserve. Ça, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Non, parce que je dis c'est une obligation de réserve. Peut-être que le président Sidia on vous a fait signer une obligation pour... Non, d'accord, le président Sidia pourrait vous le dire si vous l'appelez, il vous le dira. Bon, c'est un ancien vice-président. C'est un vice-président. C'est un ancien membre du parti ou c'est un membre du parti? C'est un ancien député. Il y a quand même une question, vous l'avez évoquée, on n'est pas allé au bout du processus, c'est par rapport à la perception des partis politiques. D'accord. Aujourd'hui, il y a véritablement une volonté de ternir l'image des partis politiques. En étant dans la globalité dans l'amalgame. La presse même s'y met, les partis politiques ne s'entendront jamais. Oui, mais c'est vrai, à la base de tous les problèmes du pays. Non, ce qu'on dit, si on a l'impression que ce sont les partis politiques qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Le problème, c'est que, comme on dit, en matière pénale, la responsabilité est individuelle. D'accord. En matière politique, elle est individuelle. En matière de management, la gestion, elle est individuelle. On vous interroge, vous, si vous êtes directeur d'une entreprise, on ne va pas aller chercher quelqu'un d'autre. Si vous avez fait une faute ou commis un délit, c'est vous qu'on interpelle, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre sœur. Et donc,
Donc on ne doit pas être dans la généralisation, dire les politiques qu'on fait. Surtout que l'on connaît le parcours et le background de chaque parti. D'accord. Le péché originel est parti de 2010, semble-t-il. Okay. La façon dont la transition s'est passée, ça s'est mal passé. Vous n'avez jamais digéré ça, Non. Parce que vous estimez toujours que vous devrez aller au deuxième tour. Non, c'est pas cela. Non, c'est même pas. Le processus lui-même. Ça n'a rien à voir. C'est la perception des partis politiques. Okay. Quand il y a eu l'avènement du CNDD, tout le monde était partisan. Tout le monde accompagnait. On se prêtait au daddy show sans problème. Parfois même nos leaders allaient à la tribune pour donner des idées. Puis à un moment donné, Dadis a rompu son engagement. Il a dit finalement, je pense que je vais enlever la tenue. Et il y avait du Dadis doit rester, Dadis doit partir. Vous vous souvenez de tout ça? Oui. Ça avait créé un grand engouement et une scission au sein de la société. Quand on a perçu qu'il avait ces velléités, les partis politiques ont organisé leur rassemblement au niveau du stade du 28 septembre. Conséquence, un drame humanitaire. Justement. Un crime contre l'humanité. Justement. Ça, c'est quand même une crise dans la crise. Oui. Et puis, après cela, on tire sur le président Dadis, sur Dadis, président du CNDD. Parce que ce qui se dit, c'est que ce sont même les partis politiques qui ont induit Dadis dans l'erreur. Et on est en train de conseiller à Doumbouya de se méfier des partis politiques. Non, justement, parce que les partis et les politiciens sont nuisibles en réalité. Dans quelle erreur Dadis a pris la responsabilité seul de se déjuger en tant qu'officier? Il a pris un engagement. Si aujourd'hui, M. Doumbouya dit je ne suis pas candidat, je ne serai pas candidat, et demain il dit finalement je vais être candidat, il y aura des remous. Ouais, absolument. Mais sauf que Dadis, il n'a jamais dit ça. Il faut préciser. Dadis, son premier engagement, il dit nous. Non, il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Il a dit s'il veut, il peut être candidat. À Boulbiné, il a dit. Mais est-ce que vous comprenez? Je vais poursuivre parce que vous-même, il y a toujours en fin de compte cette confusion dans votre tête. Donc, à partir de là où on arrive, donc la communauté internationale dit qu'il y a 3 crises successives en Guinée. Il faut faire l'élection présidentielle immédiatement. D'accord. OK? Oui. Donc, on s'est attelé à faire cette élection présidentielle. Les dirigeants de la junte, ont organisé cela tant bien que mal, avec toutes les insuffisances, parce qu'il y avait un esprit partisan. Tout ça, je mets de côté. L'élection se déroule. Un président de la République est élu. À partir de là, il est le seul et unique responsable de ce qui arrive à partir de 2010, son élection jusqu'à maintenant. C'est lui qui a décidé, seul, on ne sait pas pourquoi, de ne pas faire voter la constitution de 2010 au référendum. C'est lui qui a décidé seul que les élections législatives, il prenait son temps. Alors qu'elle devait être faite rapidement. Il a pris son temps, il n'a organisé cela qu'en 2013. C'est lui qui a pris seul la décision de ne pas organiser les élections communales qui ont pris plus de 8 ans. Et tout ça a créé des remous. C'est la responsabilité du président Alpha Condé et de son parti. Il ne faut pas coller ça à tout le monde. La responsabilité est individuelle. Sidia n'a pas décidé ça, Selou n'a pas décidé ça, Ousmane Kaba n'a pas décidé ça, personne n'a décidé. Mais chacun a joué un rôle. Non, mais chacun a joué un rôle. À ce moment-là, et pendant toute cette période, il se battait pour des valeurs. Ils se battaient pour des principes démocratiques, pour le respect de la loi. Et ils ont subi les pires atrocités. Ils ont risqué leur vie. On ne peut pas dire que ces gens-là ont une part de responsabilité dans l'échec de Alpha Condé. Ils se sont battus pour que cela soit. La preuve, c'est que c'est ces mêmes revendications que, en fin de compte, le CNRD, qui a été finalement à l'écoute de la population, a dit qu'il faut mettre fin au régime d'Alpha Condé. Parce qu'on voyait bien que la dérive ne ferait que se perpétuer. Parce que si ces 6 ans devaient se poursuivre, je ne sais pas dans quel état, dans quelle situation le pays se retrouverait 1 ou 2 ou 3 ans après. Donc il faut quand même essayer de à la diabolisation des partis politiques, il faut dire stop. C'est ça? En fait, il y a 3 entités importantes au niveau d'une société. C'est la société civile, la société politique et les forces armées. D'accord. À force de taper sur la société politique, qui est quand même dans sa vocation chargée de gérer les affaires de l'État, les affaires du pays, on discrédite tout le monde et puis à ce moment, c'est l'aventure. On discrédite les politiciens. Non, mais prenez qui? Les politiciens. Mais voilà, c'est trop facile. Parce que c'est ça, en fait. À un moment donné, c'est comme ça les choses vont se dérouler, M. Barry. Les choses vont se dérouler de cette manière-là. Toute la presse est corrompue et alimentaire. Mais non, on dira, il y a un tel qui ne l'est pas, il y a un tel qui l'est. Distingué. Donc vous voulez qu'on dise quoi? Que l'UFR n'est pas responsable de ce qui arrive, qu'on plébiscite l'UFR par exemple sur la base de vos investigations et sur la base des faits.
C'est tout ce qu'on souhaite. Analyser chaque parti politique ou chaque acteur politique à l'aune de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait. Chaque parti politique, si on mène des investigations, chaque parti politique s'est confondu à sa manière. À la gestion du professeur Alpha Condé, je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a des choses à reprocher à chaque parti politique et peut-être même. Moi, je n'en ai pas entendu. Oui, bien sûr, vous n'allez pas entendre. Il y a des choses à reprocher à lui. Non, je ne suis pas dans la facilité. Les partis politiques sont corrompus, sont ci, sont ça. Voilà. Mais encore une fois. C'est pas nous qui l'avons dit. Aujourd'hui, l'homme politique en Guinée s'est discrédité tout seul. C'est ça que nous pensons en réalité. Celui qui a dirigé. Il a fait en sorte que Sidya Touré a été, bon, je dirais même pas homme politique parce qu'il n'était même pas du PUP. D'accord. On l'a amené aux affaires de 96 à 99. Vous pouvez dire qu'il a échoué dans cette gestion, cette partie de la gestion? Non. Bon, alors, quelle autre responsabilité il a eu? Il a créé un parti politique. Il s'est battu pour des valeurs. Il a risqué sa vie. Au stade là-bas, il a failli mourir. Il était sur les capots. On le gazait à gauche, à droite. Quelle responsabilité il a par rapport au parti, au pouvoir, par rapport au chef de l'État qui est au pouvoir, qui n'a pas exécuté son programme, qui s'est même déjugé par rapport à son serment? On ne peut pas faire ce lien. Situer la part de responsabilité de chaque parti politique vous aiderait à améliorer l'image, parce que si tous les partis sont pourris, alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous attendez? On va confier aux civils. Mais c'est pas, la loi vous l'interdit. On va refaire des lois qui permettront qu'on confie aux civils. Donc il faut vraiment, ce débat-là me tient à cœur, vice-président du parti FR, il est dans notre émission. Et là, alors, que dire de plus? Je parlais de l'actualité de l'UFR, l'actualité politique. On sait que vous vous préparez déjà pour les prochaines séances. Vous n'allez pas me dire qui sont vos représentants, mais vous avez quand même des propositions pour le futur. Non, c'est évident qu'en tant que parti politique qui compte donc sur la scène nationale, nous estimons que nous avons à apporter. Nous estimons que nous en avons l'expérience. Nous estimons que nous avons un leader qui peut incarner tout ça. Et nous préparons d'abord à aider la transition à ce qu'elle se fasse au mieux. N'est-ce pas? Et ensuite, quand la compétition sera ouverte, nous estimons qu'il y aura la neutralité nécessaire, la transparence nécessaire pour que les élections soient acceptées par tout le monde. Et là, à ce moment-là, forcément, nous aurons notre mot à dire, nous aurons notre candidat. Et c'est donc au niveau du parti, sur la base de l'investiture, comme de manière classique, on désignera celui qui sera notre candidat. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous croyez encore que Sidya Touré, il peut être président de la Guinée? Monsieur Barry. Écoutez, bon, là encore, c'est les faits. En 2010. Non, monsieur Barry, monsieur Barry, mais attendez. Non. Mais sur quelle base? Maintenant. Est-ce que vous pensez son âge? Surtout son âge, l'environnement politique, les conditions politiques, plein de choses, monsieur Barry. Est-ce que vous pensez encore, surtout comment dire, ce qu'on attribue au CNRD, leur volonté de rajeunir tout? Ils ont même tendance à dire parfois que même les partis politiques doivent se rajeunir, laisser les jeunes. Ce qui n'est pas de leur responsabilité. Oui, évidemment, mais c'est la tendance en fait. Ouais, c'est tout ce qui m'amène à dire, est-ce que vous pensez encore que Sidya Touré, il peut être président de la Guinée? Alassane Ouattara. Président. Non, attention, non. On parle de quoi? De ce qu'on peut apporter au pays. Oui. Alassane Ouattara apporte-t-il à la Côte d'Ivoire ou pas? Nana Akufo-Addo, il apporte au Ghana ou pas? Biden aux États-Unis, il a permis d'apaiser et apporte aux États-Unis ou pas? Ce n'est pas une question d'âge, c'est la santé et la capacité. Il est en bonne santé. Mais bien entendu. Parce qu'après, on a dit qu'il n'était pas en bonne santé. C'est pourquoi il y a des rumeurs pour dire ensemble. Donc, en réalité, encore une fois, il faut évaluer les gens à l'aune de leurs capacités. Il faut sortir des préjugés. Jusqu'à date, Sidya n'a pas démontré autre chose que sa volonté à aider ce pays, même personnellement, son utilité sociale. Encore une fois, en n'étant pas un homme politique, dans son village, à Conakry, il a pris ses moyens qu'il a obtenus en Côte d'Ivoire pour les investir dans son pays. Ça, c'est quand même des critères. Parce que c'est le leadership, encore une fois. Donc vous pensez qu'il a une chance d'être président? Le leadership, encore une fois, est fondamental. On l'a vu. C'est un grand leader, Sidya. Le parcours, le leadership, l'expérience, la vision, le patriotisme, c'est quelque chose de déterminant. Et la probité morale. Chaque fois qu'on ratera ça, le pays ne s'en sortira pas. Depuis notre indépendance, on tourne en rond parce que cela a manqué. Donc, parce que Sidya n'est pas président. On a des gens
Non, qu'on a des gens qui... Mettez une grille. Mettez les grilles objectives. Oui, si on parle de votre point de vue, Sidia, il est le premier. Non. Je sais. Mais là, vous êtes subjectif. Moi, je vous amène le débat. La question par rapport à Sidia. Moi, je vous ai posé la question sur des questions objectives. Je sais. Vous voulez ramener sur des questions subjectives. Oui, c'est précisément parce que je vous ai posé la question. Si Sidia n'était pas en capacité, je ne serais pas avec lui. Oui, effectivement. Mais je sais, jusqu'à date, quand j'ai parlé encore avec lui hier, clairvoyance, vision, c'est toujours les mêmes réflexes. Donc si véritablement il n'était pas en capacité, il n'aurait pas postulé. Non, je voulais dire, est-ce qu'il avait une chance? C'était ce que je entendais. La question, c'était dans ce sens. On espère, puisque j'ai entendu le ministre de l'administration du territoire, le ministre Mori Kondé, dire qu'ils vont demander le soutien, je crois, du PNUD pour justement essayer de faire de la pédagogie et de l'éducation au niveau des partis politiques pour qu'on sorte du cliché et du schéma communautaire. Bon, parce que c'est un chantier. Ouais. Mais encore une fois, au-delà de ça, en 2010, véritablement, si les règles du jeu étaient transparentes, Sidia serait au second tour. Ouais. Et s'il est arrivé au second tour, il aurait gagné. Donc ce n'est même plus une question de dire « Ah, c'est parce qu'il est d'une communauté minoritaire ». C'est parce que les gens se sont rappelés ce qu'il a fait. Parce qu'il faut quand même qu'on parte de ça. On ne va pas créer des gens comme ça. Un homme d'État ne se crée pas en 5 ans ou en 10 ans. Ouais, c'est un parcours, mais nous, on a tendance à dire que les arguments maintenant concernant Sidia, c'est ringaré. Tout ce qu'il a fait en 99, plutôt 96, 99, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais, mais c'est une génération quand même. C'est encore la référence. Oui. Regardez ces histoires de... Après, il n'a plus la même énergie, il n'a plus les mêmes opportunités. On est à côté. Ouais. On a grandi. Vous n'avez plus la même énergie, vous n'avez plus les mêmes opportunités. En plus, vous êtes devenu plus guinéen, je veux dire. Avant, vous étiez un tout petit peu. Vous êtes devenu beaucoup plus que... Vous êtes devenu beaucoup plus nous. Non, pas du tout. Vous avez une autre façon de voir quand vous êtes à l'extérieur du pays et que vous êtes revenu. Mes convictions, je pense que vous pouvez me faire quand même... je suis resté dans mes convictions. Vous m'avez signalé pourquoi je n'ai pas vadrouillé. Je suis dans mes convictions. Je pense que moralement, je suis irréprochable. Moi, je mets au défi quiconque j'ai géré. Oui. J'attends qu'on me dise j'ai mal géré. Non, personne ne le dira parce que déjà ça ne va. Et pourtant, c'est cela. C'est le vécu des gens. Les actes que les gens ont posés. La Guinée, on est dans les raccourcis. Quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'est rien, on le grandit. Mais sans qu'il y ait la preuve. Après, on lui confie des responsabilités et on s'étonne que ça foire. D'accord. Le CNRD va venir vous chercher pour votre probité morale. La suite. Politique. C'est la responsabilité et l'engagement patriotique pour le développement de son pays. Transition, une période qui permet de rectifier ce qui est rectifiable afin de repartir sur des meilleures bases. Développement, c'est un sacerdoce de tous ceux qui sont concernés par ce développement parce que c'est de cela que découle le bien-être des populations. Refondation, bien grand mot, mais il faut toujours baser cette refondation sur des structures, sur une vision, sur des leaderships. La loi, il faut qu'elle s'applique indistinctement à tout le monde. La Constitution doit être la boussole, je pèse mes mots, la boussole de tout pays, parce qu'elle doit équilibrer les institutions et encore une fois, chacun doit se soumettre à cette Constitution. Les partis politiques doivent servir à animer le débat politique, à éduquer leurs militants, pour que véritablement un parti qui arrive au pouvoir a les meilleures chances de réaliser son programme de société. L'UFR, c'est un parti d'avenir qui recèle en son sein des valeurs, qui recèle en son sein des capacités et qui a une vision très claire, très nette du développement de la Guinée. La Guinée, c'est notre patrimoine commun qu'il faut préserver à tout prix. Donc, c'est M. Claude Kory Koundianou. Bon, je pense que je passerai. Je ne le prendrai pas dans un gouvernement que je dirige. C'est Alocine Makanera. Je ne le prendrai pas dans un gouvernement que je dirige. Makale Traoré. Je ne la prendrai pas dans un gouvernement que je dirige.
C'est professeur Maurice Zobélémou, je ne le prendrai pas dans un gouvernement que je dirige. Monsieur Aliou Condé, je le prendrai dans un gouvernement que je dirige. Et je pense que c'est au niveau éventuellement au niveau de l'enseignement supérieur. C'est Hadja Issata Dafé, je ne la prendrai pas dans un gouvernement que je dirige. Monsieur Sidia Touré, il sera mon alter ego. Il sera mon coprésident. Celui-là, je ne sais pas qui c'est. Donc ce sera lui qui sera à la manœuvre. Bon, écoutez, Boubacar Bari a un président qui sera extrêmement à cheval sur l'éthique et la morale. En Guinée, c'est la principale crise que nous avons dans ce pays, c'est une crise morale. C'est pas un problème de compétence, c'est pas un problème d'expérience, c'est pas un problème de jeunesse ou de vieillesse, c'est un problème moral. Vous avez vu récemment des jeunes gens qui ont été recrutés à partir des États-Unis, du Canada, de l'Europe, venir se fourvoyer dans notre pays. Donc c'est véritablement la crise morale qui doit conduire la boussole de tout dirigeant ici. Vous avez vu, j'ai écarté un certain nombre de personnes parce que ma perception par rapport à leur moralité me pose problème. Il y a un certain nombre de principes, il faut rester ferme sur ces principes. Si la morale n'y est pas, aucun développement n'est possible. Ce que je peux dire aux Guinéens de façon générale, parce que je ne veux pas singulariser, c'est de garder espoir et de redoubler de prières pour que notre pays retrouve enfin, la croissance, le développement que les Guinéens sont en droit d'attendre de leurs dirigeants. Le problème, encore une fois, qu'on a connu depuis notre indépendance, c'est une crise de leadership. Le leadership a une influence fondamentale sur le fonctionnement de l'ensemble des institutions. C'est le leadership qui décide de phagocyter les autres institutions. Un leadership éclairé accepte les principes de partage du pouvoir, accepte les principes de respect de la loi, accepte les principes de respect de la Constitution. Mais c'est ce même leadership, par ego, par ambition personnelle, devient dictateur. Et quand on devient un dictateur, à ce moment-là, tout ça, on fout le pied. Les Guinéens doivent réfléchir énormément sur le choix de celui qui doit les diriger. Parce que si véritablement ce choix est mal fait, nous en payons encore les conséquences depuis 1958. Hélas, Boubacar Bari, l'un des vice-présidents du parti UFR, ancien ministre, il était notre invité dans l'interview à la Mohamed Ali. Merci, monsieur le vice-président, d'avoir accepté cet exercice avec nous. Je vous remercie. Il est assez difficile parce que beaucoup de pièges qu'il faut déjouer. Mais Dieu merci, j'espère que je m'en suis bien sorti. Je l'espère aussi. Derrière les caméras, il y avait Lamine Silla et Alassane Baldé. Nous, si tout va bien, on se retrouve dans un autre numéro.